Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parlera toujours cash, mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! L'autre fait-il l'amour avec amour ou nourrit-il une pulsion? Tel est le sujet du 3e épisode de la saison 2 du podcast Sodomie la première nuit. Comment faire la différence au lit entre le partenaire amoureux et celui qui fait tout bien mais sans affect? C'est l'angle que je vous propose d'explorer ce vendredi, encore une fois à l'aune de mon expérience dans la vie en général et bien sûr sur le terrain, à partir de ce que me racontent mes coachés. Mes propos n'en cachent que moi et je ne fais que vous proposer des clés pour mieux comprendre les enjeux liés à la sexualité dans votre vie. Avant de commencer, je vous informe qu'il y a un café tantra à Paris le 18 octobre à 20h au café du Pont-Neuf, 14 quai du Louvre à l'étage. Ça coûte 17 € boisson comprise et vous aurez l'occasion de découvrir, que vous soyez un homme ou une femme célibataire ou en couple, le tantra avec Deva qui est une intervenante, une animatrice tantra formidable. Il y a aussi un atelier coaching privé dans le 18e le 16 de 14h30 à 18h. Participation 20 €. Donc je vais vous coacher en privé, en groupe. On apprend autant des autres que de soi. Enfin, pour ceux qui habitent en dehors de Paris, je vous propose de participer à ce webinaire gracieux sur le thème « Comment devenir la femme aimante, aimée et indépendante que vous rêvez d'être ». Contre toute attente, si vous êtes un homme, vous êtes évidemment concernés. Ce sont les mêmes principes qui régissent les frustrations, les abus, les emprises psychologiques, mais aussi la joie, l'amour, la fluidité et la réciprocité. Autrefois, quand j'étais jeune, on distinguait parfaitement l'amant qui sortait d'un film porno et l'homme amoureux. En effet, dans les années 80, 90 et 2000, la posture de l'homme dans l'intimité témoignait du respect qu'il avait ou pas pour vous. Et lorsqu'il était ému, touché et déjà en train de tomber amoureux, ça se voyait dans sa sexualité. Parce qu'il y avait de la tendresse, parce qu'il y avait de l'inquiétude, parce qu'il y avait des mots doux. Et quand il était vraiment là pour tirer son coup, ça se voyait aussi. Et on avait vraiment l'impression d'être un objet. Et à l'époque, le cunnilingus était une pratique assez peu répandue, et lorsque nous commentions la nuit avec notre meilleur ami, le lendemain matin au téléphone, la première question que nous nous posions, c'était, je vous le dis de façon directe, pardonnez-moi, il lèche, et non pas pratique-t-il le cuni? Aujourd'hui, le cuni est entré dans les mœurs et j'ai des coachés de plus de 80 balais qui se retrouvent dans des lits avec des hommes qui ont eu une opération de la prostate mal terminée, si vous voyez ce que je veux dire, et qui passent des heures entre leurs jambes. Donc le monde bouge, nous le savons très bien, et aujourd'hui, des chaînes de pseudo-apprentissage sexuel pullulent sur le net et elles sont très suivies. Et je trouve ça très bien de démocratiser la sexualité. Seulement, on a l'impression, à travers ces vidéos accessibles à tous et cette surenchère de pornographie, avec des thématiques de plus en plus précises, qu'aujourd'hui la sexualité n'est finalement régie que par Internet. Ce qui est vrai d'ailleurs, parce que les jeunes qui tombent dans le porno ont accès à un boulevard sans limite. Et ce n'est pas par hasard s'il y a autant de jeunes, même si ce sont en majorité des hommes, qui pratiquent le porno de façon compulsive. Aujourd'hui, les temps ont bien changé, on le sait, mais ce qui ne changera jamais, à mon avis, c'est l'amour, la qualité relationnelle, la fluidité, la réciprocité dans l'affect, bref, le fait d'aimer et de se sentir aimé. Et si on caricature, c'est comme dans les pubs pour les yaourts, où plusieurs copines gloussent et disent à propos de l'héroïne de la pub « Ah, regarde, elle mange telle marque de yaourt, elle doit être amoureuse ». Ce qui est complètement ridicule, mais ce qui montre bien que l'état amoureux se voit et peut faire envie, ce qui est tout à fait humain. Moi, concrètement, quand j'interroge consciencieusement mes coachés, et quand je dis consciencieusement, ça veut dire que je pose beaucoup de questions extrêmement précises et extrêmement intimes, parce que vous connaissez ma théorie, dis-moi comment tu fais l'amour et je te dirai comment tu as été aimé. Bref, quand j'interroge mes coachés, qu'il s'agisse d'ailleurs d'hommes ou de femmes, je découvre que la majorité ne vit pas dans un univers où tout le monde est libéré, assume sa sexualité, se positionne, dit son besoin, se fait respecter et explore parfois des fantasmes de façon ludique, respectueuse et charmante. Entre ceux qui sont utilisés et qui par conséquent n'ont pas le droit de jouir, en gros, je te fais jouir, toi, mais moi, une fois que tu as joui,
je fais ceinture. Celles qui sont bonnes à faire des fellations dans les voitures sur des sexes pas toujours clean et qui ne reçoivent rien en échange, il y a de quoi s'interroger. Alors je vais tenter de décrypter 5 critères ou attitudes qui pourraient vous aider. Au passage, que vous soyez homo ou transgenre, cela ne change rien, car le lien à deux est toujours un rapport dans lequel il y en a un qui est plus en attente que l'autre, un qui donne plus que l'autre, un qui prend plus que l'autre. Et bien sûr, nous visons à ce qu'il y ait le plus de réciprocité possible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, il peut y avoir le Canada Dry de l'acte sexuel. Vous souvenez-vous de la pub Canada Dry? Ça a le goût de l'alcool, la saveur de l'alcool, mais ça n'est pas de l'alcool. C'est pareil pour le sexe. On peut être un amant ou une maîtresse remarquable sans être amoureux. Et on aura vraiment l'impression, à décrypter ce qui s'est passé lors des ébats, que l'autre vous aime. Alors, pour pouvoir vérifier si vous êtes face à monsieur ou madame Canada Dry ou à quelqu'un de sincère, nous allons déjà regarder le contexte. Comment l'autre vous reçoit-il ? Déjà, fait-il le minimum syndical, qui serait que tout soit propre, au moins les toilettes, la salle de bain, l'endroit dans lequel vous allez vous ébattre? Ou va-t-il pousser le raffinement jusqu'à mettre des petites bougies, comme pour indiquer le chemin vers le lit? Entre les deux, il y a bien sûr plein de nuances, mais la première chose à vérifier, c'est que les draps soient changés, qu'il y ait une serviette qui vous attend et qui ne sente pas le chien mouillé, qu'il y ait des choses dans le frigo, on vous demande pas qu'il soit plein, mais qu'il y ait des choses, notamment des choses que vous aimez, et que si bien sûr il n'y a rien à manger, ni rien à boire, il faut vous poser les bonnes questions. Enfin, j'ai déjà vu des coachés qui sortaient après l'acte parce qu'il n'y avait rien à manger et comme par hasard, le monsieur avait oublié sa carte bleue. Mais vous le savez, cela marche dans les deux sens. Sauf que, généralement, si la personne se déplace, on s'attend à ce que celle qui reçoit invite, ce qui est tout à fait la norme sociale. Je me souviens d'une coachée qui ne pouvait voir son partenaire que chez lui. Il consentait à lui préparer une petite salade basique avec des produits cheapissimes. Un jour, je lui ai suggéré de lui téléphoner du café en bas de chez lui et de lui proposer de la rejoindre. Juste pour un verre, on était bien d'accord, pas pour dîner. Curieusement, cet homme a reporté le rendez-vous, ce qui en disait long sur ce qu'il était prêt à faire pour elle et avec elle. Deuxième point, l'approche sensuelle. D'ailleurs, on peut se demander si l'approche est sensuelle ou sexuelle. Et là, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Êtes-vous sexuellement compatible? En gros, l'endroit où l'autre met ses mains en premier vous donne le ton. Celui qui vous plotte directement ou celle qui met la main sur votre sexe, tout aussi directement, annonce la couleur. Et là, on a bien compris que ce serait une approche plus sexuelle que sensuelle et probablement plus pulsionnelle et susceptible de nourrir un besoin que tendre, sensuelle et prendre le temps. Maintenant, vous allez me dire qu'on peut effectivement être plutôt dans la sensualité un jour et dans la sexualité l'autre jour. Mais lors des débuts, en général, on n'a pas encore la liberté et l'intimité qui permettent de péter au lit ou de faire pipi devant l'autre. On est bien d'accord. En revanche, on peut avoir un démarrage en douceur et tout à coup, l'autre bascule dans quelque chose de purement animal. J'appelle ça se transformer en loup. Ça se voit d'ailleurs bien dans les films porno. Le gars, il a le visage qui se tord et comme ça, il est là, il a la bouche et on sent, ouais, vous voyez, un petit peu comme le menton qui avance. C'est une réalité et en général, ce type de visage n'est pas celui de l'homme romantique en train de vous faire sa déclaration d'amour. Le troisième critère, et pour moi il est vraiment essentiel, même si tout compte, c'est le regard. Celui qui se sert de vous voit comme un objet interchangeable. Donc il vous regarde le moins possible, mais il regarde la façon dont vous allez contribuer à sa jouissance. Par exemple, l'homme est centré sur lui, sur son sexe, sur la façon dont vous traitez son sexe. Il va regarder son érection, l'admirer. Il peut même se redresser et s'approcher sur les genoux fièrement de votre bouche, ce qui revient implicitement à vous demander d'honorer son érection triomphante. Il peut aussi diriger votre tête avec sa main pour vous faire bien comprendre que le moment de la fellation est venu. La femme peut vous le faire comprendre d'une manière tout aussi directe. Ce qui excite votre partenaire, c'est de vous voir entre ses jambes ou à ses pieds, vous occuper de son plaisir. Il se fabrique à ce moment-là un film où il vous demande de rentrer dans son fantasme sans bien sûr vous avoir consulté au préalable. Ensuite, si l'autre jouit pendant le sexe oral, vous avez bien servi et il va se désintéresser de vous. Peut-être reviendra-t-il à la charge dans quelque temps, tout dépend de son âge et de sa capacité à rebondir après avoir éjaculé ou après avoir joui si c'est une femme. Vous avez assouvi son besoin. Inutile de vous dire qu'il y aura une petite tape de flatterie. Vous savez, un peu comme quand un paysan parle à sa vache. Allez la noiraude et hop, une petite tape sur les fesses. En gros, si vous avez bien fait le job, vous serez récompensé. Comme le chien avec son sucre. D'ailleurs, en anglais, faire une pipe
se dit blow job. Il est donc question de faire le job, donc le travail. Donc on n'est pas du tout dans l'amour, l'affect et la réciprocité. S'il y a pénétration, l'autre va se regarder vous pénétrer, explorer toutes les positions. Rebelote, je me fais mon film porno, vous serez son faire-valoir sexuel et vous allez incarner le film porno qu'il a dans sa tête. Il sera évidemment centré sur son orgasme, sa prestation, son mouvement, ce qui ne signifie pas qu'il ne vous demandera pas « tu aimes, ça te plaît, plus vite, moins vite », parce qu'il peut aussi avoir à cœur de vous satisfaire au passage. Généralement, l'homme cherche la position qui l'excite le plus, la levrette, la sodomie, un endroit incongru, des mots qu'il vous demande de lui dire ou qu'il va vous dire, tandis que la femme va s'empaler sur l'homme pour mieux contrôler son point G, son clitoris, surtout si elle se caresse en même temps. Mais encore une fois, chacun est unique et peut mettre en scène un fantasme qui lui est propre. Il y a probablement autant de fantasmes qu'il y a d'individus. Je vous fais part de ce que j'ai souvent entendu. Pour en revenir au regard, celui qui est amoureux vous regarde avec tendresse et affection dans les yeux lorsqu'il vous fait l'amour. Celui qui ne l'est pas va jouer à explorer avec vous. Il trouvera le moment magique et charmant, mais va avant tout chercher à repousser les limites du fantasme. Parce que ce qui l'intéresse, c'est la découverte. Et je pense à un de mes coachés qui, je reprends ses paroles, a joué à pisser sur sa partenaire sur le parquet. Ils ont inversé car monsieur est féministe, mais curieusement, lorsque c'est elle qui a uriné sur lui, ça s'est fait dans la baignoire. En d'autres termes, comme c'était chez elle, il a le droit de salir son parquet, mais elle se protège dans la baignoire. Cela montre quelque part, évidemment, le besoin de domination. Pour autant, l'inverse aurait pu être vrai. Elle aurait pu uriner sur lui sur le parquet et il aurait uriné sur elle dans la baignoire. Dans tous les cas, les fantasmes relèvent de la diversité de chacun, par excès dans la domination ou par défaut dans la soumission, sachant que certains jouissent dans la domination et d'autres dans la soumission, et d'autres encore aiment alterner les rôles. Clairement, plus l'autre vous respecte, plus il va vous demander si cela vous convient, si vous êtes d'accord, si c'est le bon timing pour vous. Il va vérifier si sa proposition vous sied. On peut d'ailleurs partager n'importe quel fantasme sexuel avec amour, tout dépend de la manière dont c'est amené. Le regard va vous donner vraiment beaucoup d'éléments pour, d'une part, savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre, mais surtout, quand on ferme les yeux et qu'on ne se montre pas, on dissimule, on cache, et pour peu qu'on ait un peu honte de ce qu'on est en train de faire, ça nous permet de pas voir le visage de l'autre, surtout si le partenaire abusé, entre guillemets, est très amoureux. Parlons maintenant de la tendresse et de l'émotion. C'est pour moi la clé ultime. Même si des amants sans affect font tout bien, entre guillemets, et apparaissent comme des hommes et des femmes amoureux, concrètement, l'amour ne peut pas se feindre. La tendresse, oui. Parce que tout le monde a besoin de tendresse, tout le monde a besoin de câlins. Regardez, c'est pas parce que vous faites des hugs dans des stages de tantra que l'autre va vous demander en mariage. C'est pas parce que l'énergie sexuelle fait que dans certaines structures à deux, vous avez l'impression d'avoir rencontré l'amour absolu et Dieu dans un même partenaire que dans la vraie vie, cela va se renouveler. Un homme peut être câlin, vous coller toute la nuit, dormir en petite cuillère et vous dire des mots doux sans être amoureux. Mais vous, femme, vous pourriez craquer pour cette attention et tomber amoureuse de la tendresse que l'autre semble vous prodiguer. Et là, je crois qu'il y a une petite différence. Plus l'homme est tendre et bon amant, plus la femme aura tendance à tomber amoureuse, alors que le contraire n'est pas vrai. Pour autant, si l'homme a beaucoup de féminin, il peut être tout à fait concerné aussi. Et si la femme a beaucoup de masculin, elle peut elle aussi faire l'amour sans affect et se servir. L'émotion, la tendresse, c'est quelque chose qui ne se décrit pas, c'est quelque chose qui se sent. C'est une forme de fragilité, c'est une forme de vulnérabilité, de la maladresse, de la timidité, parfois même une façon de s'excuser, de demander certaines choses, de peur de choquer l'autre. Nous arrivons maintenant sur le 5e point. Que s'est-il passé juste après l'amour? Y a-t-il des mots doux, des commentaires? Est-ce qu'on a refait le match? Est-ce que c'est fait les yeux dans les yeux, au ralenti avec une petite caresse non sexuelle sur une partie du corps, le visage, la main, le bras? Ou est-ce que l'un des deux rentre chez lui, chez elle, et vous demande de partir, expliquant que c'est très compliqué pour lui de dormir avec quelqu'un? Ça, c'est un moment difficile à vivre pour certaines personnes. Mais là encore, c'est quelque chose de terriblement mixte. Pour autant, j'ai remarqué que quand un homme partait après l'amour, c'était un signe pas très positif de son engagement potentiel. Maintenant, il avait peut-être un train à prendre et de bonnes raisons. Mais dans ce cas-là, quand on a un train à prendre, on évite de donner rendez-vous cette nuit-là. Maintenant, ça peut être aussi le hasard qui a fait que c'était pas prévu et que voilà, on vit l'instant. Soyez donc à chaque fois prudent dans vos interprétations. Là encore, si on veut aller plus loin, est-ce que ce monsieur vous envoie un texto dans les 2 heures
heures après vous avoir quitté. Commente avec des mots doux votre échange intime et demande quand sera la prochaine opportunité de recommencer. Il fait des projets et là, contre toute attente, c'est plutôt à l'homme d'agir. Parce que malheureusement, souvent, c'est l'homme qui tient les ficelles post-intimité des débuts. Et que très souvent, il y en a toujours un qui est plus en attente de l'approbation de l'autre et c'est pas cool comme posture. J'ai quand même remarqué qu'il y a plus de femmes qui espèrent que l'amant merveilleux qu'elles ont découvert dans la nuit se manifeste et il y a plus d'hommes qui tardent à se manifester que le contraire. Et ça, c'est tout à fait normal. Ça fait partie des différences fondamentales entre les hommes et les femmes quant à la sexualité. Ah, parce que vous croyez que les hommes et les femmes étaient pareils. Eh bien non. Et s'ils le sont à un moment, ça ne durera pas aussi longtemps pour la femme que pour l'homme. D'où l'intérêt de réussir son casting amoureux en amont, de prendre le temps de savoir à qui vous avez affaire, de façon à ce que cette première nuit soit la suite naturelle des premiers feelings et le début d'une histoire prometteuse, nourrissante, partagée, fluide et réciproque, qui sont mes mots-clés quant à la relation amoureuse en général et intime en particulier. Mais ça, c'est l'objet des vidéos de ma chaîne YouTube. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedictanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenus. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines!